Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. La forme? Oui, toujours. J'ai vu qu'il y a un gars qui t'a chauffé sur les réseaux sociaux. Qui disait quoi? Sur ton post là où tu as dit que les médias occidentaux ils font de la propagande et tout ça. Oui. Il t'a dit que vous aussi à Urban FM vous faites la même chose. Mais je lui ai rappelé que tout ce qu'il disait là n'était que de simples préjugés, hein, puisque. Lui aussi il peut te dire que ce ne sont que des simples préjugés. Non, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que ce sont des simples préjugés pour ce qui me concerne ici. Enfin, puisque dire que nous faisons l'apologie du pouvoir en place, pour moi, ça n'a aucun sens. Nous faisons déjà ce qui est tout à fait inédit. Nous faisons un travail journalistique, alors que, comme je lui ai expliqué, il n'y a aucun journaliste à Urban FM. Donc déjà, intellectuellement, c'est déjà un effort considérable. Maintenant, est-ce que relater des faits, même si ces faits parfois peuvent sembler être en faveur du gouvernement, ça veut donc dire qu'on fait la propagande du gouvernement? Non, parce que le journalisme se base sur des faits. Et maintenant, tout ce qui est jugement de valeur, ça, ce n'est plus du journalisme. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose avec les médias occidentaux, ce qui concerne non, ça, la guerre en Ukraine? Non, moi, je suis l'actualité, mais vraiment... Les journalistes se basent sur les faits aussi. Non, moi, je suis vraiment l'actualité, comme je le dis, depuis 1995. Donc, vraiment, j'ai quand même une vision assez large. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que, par exemple, hier, grâce au satellite, maintenant, et à Internet, on a la chance de vraiment avoir une vision beaucoup plus large. Hein? Grâce à Internet, moi c'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire, mais tu vois, grâce à des applications qui nous permettent d'avoir 10 000, 100 000 chaînes, moi je suis en moyenne une trentaine de chaînes. Hein? Donc j'essaie d'avoir le prisme le plus large possible et c'est surtout de ne pas me concentrer sur les analyses que les gens font où il y a beaucoup d'émotions. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Et hier, ce que je trouvais particulièrement décourageant, c'est que les journalistes mettaient beaucoup d'émotions. On a parlé hier de la ville de Boutcha. Il y a des gens qui meurent. On a pris on a pris exemple la ville de Boutcha hier, où effectivement les militaires ukrainiens sont venus, ils ont filmé, ils ont trouvé des corps et tout ça là. Et quand on dit la communauté internationale, il faut que l'auditeur relativise. La communauté internationale dont on parle, c'est les Occidentaux. Ce n'est pas l'ensemble des Nations Unies. Alors, on commence déjà à accuser Vladimir Poutine d'avoir commis de crimes de guerre, parfois des crimes contre l'humanité. Pire, Volodymyr Zelensky parle de génocide. Bon, il faut faire attention aux termes. Déjà, un. Deuxièmement, quand Jean-Paul, Joe Biden... C'est la guerre. Chacun utilise ses moyens pour activer Non, ça, c'est de la communication. Ça n'a rien à voir avec la réalité des faits. Ça n'a parfois rien à voir... Mais ça fait partie de la guerre. Il faut gagner. Oui, il faut communiquer, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'on reprochait à d'autres il y a quelques années, ils font exactement la même chose. Est-ce que tu vois? Ce que je veux dire, c'est que déjà, pour que les Américains, quand Joe Biden dit que Vladimir Poutine est un boucher, moi je veux bien. Quand on dit que Vladimir Poutine est un criminel de guerre, moi je veux bien. Mais qui est criminel de guerre? Un criminel de guerre, c'est celui qui commet des actes qui sont en violation avec les traités de Genève. D'accord. Et les criminels de guerre sont jugés dans un tribunal spécial qu'on appelle la Cour pénale internationale. Or, ni les États-Unis, ni la Russie ne sont membres de la Cour pénale internationale. Et il faut se rappeler qu'en 1994, qui a eu l'idée de la création de la Cour pénale internationale? Ce sont les Américains sous Bill Clinton. Et dès lors que l'on a demandé que les Américains, que les traitements ou les décisions qui soient prises à l'intérieur de cette cour pénale-là soient également respectées ou applicables aux soldats américains, notamment sur théâtre d'opération, qui sont accusés d'avoir commis des exactions lors de théâtre d'opération, les Américains se sont retirés. Et donc, dès lors que les Américains se sont retirés, les Russes, les Indiens, les Chinois, toutes les grandes nations se sont retirées. Et si vous regardez, et ça on en a parlé ici, c'est du menu flottant que l'on envoie à la CPI. C'est généralement des... Mais quand tu lui as donné cet argument que nous ne sommes pas des jeunes, il a répondu. Oui. Il a dit, attends, je retrouve ton post, il dit... Je vous suis tous les jours, c'est ma radio. Et puis c'est un fan de la radio. Oui, c'est un fan. Je vous suis tous les jours, c'est ma radio number one. Vous avez les meilleurs contenus et Da Fresh est l'un des
est l'une des rares personnes au Gabon qui connaît la musique. Ta chronique m'instruit, donc là il parle de toi. Oui. Ta chronique m'instruit toujours, c'est un régal. Mais dès qu'il s'agit de politique nationale, tout le monde sans exception fait comme les journalistes occidentaux en ce moment. Non, ça c'est... Mais Urban, c'est ma radio. C'est de la... Jean-Paul le gars là, il t'a pas lâché. Non, mais je sais, c'est mon frère. Je le connais, c'est mon frère. Non, c'est des préjugés. L'actualité internationale, on parle de quoi ce matin? On va parler de l'Europe, on ne parle pas de l'Ukraine, mais on va plutôt parler de la Hongrie où il y a véritablement une espèce de fissuration dans l'espèce d'unité que l'Europe veut montrer vis-à-vis notamment de la Russie. Mais il faut que les gens comprennent que l'Europe, c'est 27 États cosmopolites avec des cultures différentes, des histoires différentes, donc une perception de la réalité de manière totalement différente. J'en veux pour preuve que la Hongrie, c'est un petit État qui fait 93 000 km, qui est enclavé en Europe centrale, avec un côté la Russie et de l'autre côté les autres pays de l'Union européenne. 93 km. 93 000 km², c'est très petit, hein, c'est à peu près comme la taille de... on peut dire l'estuaire. Voilà, mais il y a 10 millions de personnes qui vivent là. Et il y a un Premier ministre qui est au pouvoir parce que c'est un régime parlementaire. Donc le Premier ministre qui s'appelle Viktor Orban est à la tête du pays depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc il briguait un 4e mandat à la tête de son parti qui s'appelle Fidesz. Et le dimanche dernier, il y a eu des élections législatives. Et son parti est sorti le grand vainqueur. Alors, la particularité de Viktor Orban, c'est d'abord que c'est un leader d'extrême droite. Et les Hongrois, ou en l'occurrence les Hongrois, ont une autre perception de ce qu'ils attendent, ont un autre objectif. Pas un autre objectif. Ils ont d'autres attentes, voilà, de la part de l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que les pays latins, donc les pays d'Europe du Sud, ont la volonté de faire à la fois une Europe économique, donc dans laquelle il y a la libre circulation des biens des personnes, les libres échanges économiques, et une Europe politique. C'est la raison pour laquelle on a mis des institutions qui tendent à unifier notamment des domaines purement politiques. On a par exemple la Convention européenne qui est un peu l'espèce de conseil des chefs d'État. On a une personne qui a la charge de la politique extérieure commune européenne, hein, qui parle des affaires étrangères au nom de l'Europe. Et il y a donc cette volonté, et ça a été renforcé notamment durant la pandémie, cette volonté de renforcer évidemment les liens pour que, si tu veux, on passe de l'Europe, de ce qu'on appelle l'Europe des nations, où chaque État est véritablement souverain de par ses décisions, de par ses choix, à une Europe qui devient un État fédéral, un peu à l'image de ce qu'on a aux États-Unis. Malheureusement, il y a des pays dans l'Union européenne qui ont accepté d'y adhérer, mais pas pour les mêmes ambitions. C'est en l'occurrence le cas de 2 pays. On a la Hongrie, dont on parle là, et on a la Pologne. La Hongrie et la Pologne ne voient pas les choses de la même façon. Pourquoi ? Parce que ces 2 pays-là estiment que leur présence au sein de l'Union européenne est due d'abord à une volonté de développement économique. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de l'appui économique de l'Europe pour se développer. Et pour cela, ils ont accepté d'adhérer au sein de l'Union européenne. Et cette adhésion s'arrête là. Eux, ils ne veulent pas d'une adhésion politique. Parce que qui dit adhésion politique va devoir dire l'acceptation d'un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées que eux, notamment, ils récusent totalement. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays à la base extrêmement conservateurs sur le plan religieux, sur le plan moral. La Hongrie et la Pologne, par exemple, refusent d'accorder des droits aux minorités, LGBT, lesbiennes, gays, trans et bi. Elles refusent d'accorder le droit d'asile, notamment aux migrants ou des personnes qui fuient des conflits et autres, ou même des personnes qui demandent l'asile politique. Ça, elles refusent. Elles, surtout... Encore, elles ont accordé ce fait-là aux Ukrainiens, mais elles refusent d'accorder ces droits aux personnes qui ne soient pas européennes parce qu'elles estiment que culturellement, elles ne sont pas proches. Elles refusent aussi d'adhérer donc à tout ce qui est à l'idée que l'Europe soit, si tu veux, les directives européennes soient supérieures aux décisions des États. La Pologne, la Cour suprême de la Pologne avait en novembre dernier rendu un arrêté totalement inédit qui disait que les lois
polonaises étaient supérieures aux lois européennes, ce qui lui avait valu déjà notamment lire de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et donc, on voit qu'à l'intérieur de l'Europe, des 27, on a deux petits récalcitrants. D'accord ? Et régulièrement, Viktor Orban, comme son homologue polonais, ont toujours critiqué les décisions européennes. Et donc, il y a une espèce de lassitude, en fait, de la part de l'Union européenne ou de la part de la Commission européenne vis-à-vis de ces deux pays-là, qu'ils ont décidé de mettre en place un mécanisme totalement inédit. Ce mécanisme-là vise évidemment à punir des pays dont ils estiment qu'ils ne sont pas en accord avec les valeurs européennes. En fait, on entend par valeur, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, soit qui ne défendent pas, comme je l'ai dit, comme si les droits, par exemple, qui sont défendus ou qui sont appliqués dans d'autres pays en Union européenne ne soient pas appliqués dans ces pays-là. J'ai parlé de la protection des LBGT, il y a aussi le droit à l'avortement, il y a le droit au mariage homosexuel. Donc, ces pays-là sont contre ces valeurs-là, en quelque sorte, sont contre ces idées-là. Et donc, la décision, l'Union européenne a mis en place un mécanisme inédit en janvier dernier, ce qu'ils appellent le mécanisme de conditionnalité. C'est-à-dire que si la Commission de l'Union européenne estime qu'un pays ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, les engagements, je parle aussi bien des engagements sur le plan économique que sur le plan politique, et donc la Commission européenne aura la possibilité soit de réduire, soit même de couper les subventions européennes à ces États-là. Et la Hongrie, justement, avant de mettre en place ce mécanisme de conditionnalité, il y avait déjà eu une lettre de mise en demeure qui avait été envoyée en novembre de l'année dernière pour demander à Viktor Orban d'essayer de mettre de l'ordre, notamment au niveau de ses finances publiques. Parce que la Commission européenne accusait le gouvernement de Viktor Orban d'être à l'origine, si tu veux, du détournement des subventions qui venaient de l'Union européenne. Maintenant, dans quelle hauteur ? Ça, évidemment, cette lettre ne l'a jamais dit. Et on sommet donc Viktor Orban de mettre en ordre, si tu veux, ses finances publiques. Or, évidemment, il a répondu par une fin de non-recevoir, estimant qu'en la matière, ce n'était pas à l'Union européenne, en quelque sorte, de venir s'immiscer dans la manière de gérer son budget ou les fonds européens qui lui étaient alloués. Et donc, la Commission européenne, et il faut savoir que la Hongrie et la Pologne avaient attaqué en justice, notamment au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, ce mécanisme de conditionnalité en février dernier, et l'Union européenne avait donné son feu vert à la Commission européenne, donc elle avait validé le principe de ce mécanisme-là. Et donc, Ursula von der Leyen a attendu que les élections passent en Hongrie en espérant peut-être que Viktor Orban puisse évidemment les perdre. Malheureusement, pour les opposants à Viktor Orban, celui-ci a été confortablement réélu. Il a obtenu près de 55% des voix, soit 111 députés sur les 199 que compte le Parlement hongrois. Donc, ce qui lui permet d'avoir une confortable majorité, puisque l'opposition n'a obtenu que 33% des suffrages, soit seulement 63 sièges. Donc, Viktor Orban est confortablement installé pour un 4e mandat. Et donc, la Commission européenne n'a même pas attendu la validation par la Cour suprême hongroise de ces résultats, qu'elle a déjà envoyé la lettre annonçant au gouvernement hongrois de la mise en œuvre de ce mécanisme de conditionnalité. Mais seulement, il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que pour que ce mécanisme-là puisse entrer en effet, il faudra attendre entre 6 et 9 mois, puisque cela devra passer d'abord par par une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et il faudrait que au moins 15 présidents ou 15 chefs d'État et de gouvernement sur les 27 que compte l'Union européenne puissent valider ce mécanisme de conditionnalité. Donc, ce qui représente à peu près 65% de la population européenne. Et là, évidemment, on va voir, puisque chacun va essayer de compter ses pions et ses soutiens, d'autant plus que la colère de la Commission de l'Union européenne est d'autant plus forte que parmi les pays
européens, on dit que l'Europe a décidé des sanctions, mais ne sont pas tous les pays européens qui appliquent les sanctions contre la Russie. Les pays qui sont extrêmement dépendants, comme la Hongrie de l'Union européenne, n'appliquent aucune sanction. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour le pétrole et le gaz, la Hongrie dépend à 100% du pétrole et du gaz russe pour se chauffer, pour fonctionner. Donc, la Hongrie a besoin de l'énergie russe. Et d'autant plus que cette dépendance s'est accrue avec la proximité que Viktor Orban a toujours eue, et il ne s'en est jamais caché, cette proximité avec Vladimir Poutine. Mieux même, Vladimir Poutine, lorsque les résultats sont tombés, il a félicité lundi le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour son éclatante victoire. Et la Hongrie n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Donc tout ça, évidemment, fait que cela a, en quelque sorte, si tu veux, accentuer cette fracture qu'il y a entre la Hongrie et l'Union et la Commission de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, pour Ursula von der Leyen, il est hors de question qu'il y ait un pays membre de l'Union européenne qui ne se conforme pas aux positions de l'Union européenne, en l'occurrence en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, elle a décidé donc de mettre en place ce mécanisme de conditionnalité. On verra maintenant ce que cela va donner. Mais d'ici 6 à 9 mois, les choses peuvent changer. La guerre peut s'arrêter en Ukraine. Ça, c'est de 1. Donc, si la guerre s'arrête, je ne pense pas que pour l'Union européenne, surtout s'ils parviennent en plus à un accord Ukraine, États-Unis, Russie, je ne pense pas que Ursula von der Leyen aura encore des arguments pour essayer de mettre en place ou appliquer ce mécanisme de conditionnalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se peut aussi que d'autres pays se joignent à cette espèce de fronde-là, puisqu'il y a des pays, par exemple, qui ont accepté de payer le pétrole russe, le gaz russe en roubles, j'en ai parlé. La Slovaquie a dit carrément qu'elle n'a pas la capacité de s'affronter à la Russie sur ce plan-là, et elle a besoin du gaz russe pour se chauffer, et donc elle a accepté de payer le gaz et le pétrole russe en roubles. Il y a évidemment des pays comme la Hongrie qui vont certainement payer le pétrole et le gaz russe en roubles, puisque la Hongrie même n'est pas membre de la zone euro, et donc elle a encore plus de marge de pouvoir le faire. Et donc tout ça, ça risque de mettre en place, de montrer une espèce de fissure dans cette armature de l'Union européenne là. Et ça, c'est ce dont la présidente de la Commission de l'Union européenne veut se prémunir, Madame Ursula von der Leyen, et déjà commence à lancer des mécanismes de sanctions pour essayer de dissuader le Premier ministre Viktor Orban de rester dans sa ligne dure, la conservatrice, et surtout aux antipodes des positions de l'Union européenne, et surtout aussi pour dissuader d'autres pays, notamment des pays qui ont appartenu au bloc de l'Est, de se ranger à la Hongrie sous peine de voir leur subside de l'Union européenne coupé. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.